C'est le deuxième épisode de cette série Sangaiji. Toute la semaine, nous allons nous pencher sur ce genre musical qui m'a bercé et qui a inspiré tant d'autres personnes. Nous étions hier avec Pierre Demar pour introduire ce genre musical hybride et décrypter les phénomènes de hit. L'épisode est disponible en podcast évidemment. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux samples, aux interpolations ou encore aux reprises. Vous le savez, la pop est un genre qui se plaît à mêler les influences, à brasser les autres genres et à s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour y apporter une nouvelle couleur. Et c'est de tout ça dont nous allons discuter aujourd'hui. Je suis toujours accompagné du merveilleux et très fidèle Théo Sossard. Hello, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis trop content. Deuxième épisode. Deuxième épisode. Je viens de sampler Théo à l'instant. Ce qui va se passer. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec une personne que j'adore. C'est un réel expert en samples. Please welcome Pop Slay. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour cette invitation. Je suis très content d'être là. C'est ma première expérience en radio. Sérieux? Bah ouais. Trop bien. Très content de l'honorer avec vous. Bon, on est très content. Tu tiens une chaîne YouTube intitulée Pop Slay sur laquelle tu décryptes toute l'actualité pop et aussi tu fais beaucoup de belles histoires où tu racontes vraiment en profondeur comment les chansons sont faites et ça fait du bien d'avoir ça sur notre YouTube. Moi, je me délecte de tes vidéos. Je ne peux que conseiller à tous les fans de jeter un coup d'œil et aller une oreille à ce que fait Guillaume sur sa chaîne parce que c'est vraiment dément. Les amis, je suis donc avec Pop Slay et Théo sur Move et vous l'aurez compris, on va focaliser une grosse partie de notre attention aujourd'hui sur l'art du sampling, sur ces samples légendaires qui ont façonné notre culture musicale, sur tous ces réseaux et autres ponts qui se construisent entre les artistes, les courants musicaux et les époques. Alors j'imagine que vous savez tous ce qu'est un sample dans le studio, Théo, Pop Slay. Voilà, Guillaume, tu sais aussi. Pour tous ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, le sampling désigne le fait de réutiliser un extrait d'une œuvre musicale préexistante en vue de la réinsérer dans une nouvelle composition. Alors j'espère que c'est clair. Attention à ne surtout pas confondre avec le plagiat. Le sample est souvent une inspiration, on utilise un fragment sonore et on redéfinit ses codes ainsi que ses ambitions musicales. Il faut savoir que le sample est un procédé qui trouve son origine il y a bientôt un siècle, à la fin des années 1940. Un cher monsieur du nom de Pierre Schaeffer s'amuse à tester de nouvelles manipulations sonores à partir des sons à l'époque enregistrés sur des bandes magnétiques. Il découpait, réassemblait ce qui était déjà les prémices du sampling moderne, un vrai travail à la main, un travail d'artisan, et ça vraiment je trouve que c'est très très stylé. Ouais. Après on saute quelques décennies, on arrive dans les années 70, et quiz test les amis, qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Naissance du hip-hop, peut-être? Alors, on est un tout petit peu avant la naissance du hip-hop. Mais du coup, la version des samples, mais sous format électronique. Oui, c'est ça. C'est ça. Les premiers sampleurs électroniques, en fait, arrivent à ce moment-là. En gros, c'est des instruments qui permettent de numériser les sons. Et autant vous dire qu'on adore Pierre Schaeffer et ses découpes de bandes à la main, mais que c'est quand même bien plus facile. Non, mais, Pierre Schaeffer, à qui on fait des gros bisous. Découper la musique de manière électronique, ça rend quand même l'exercice un peu plus facile. Ouais. Et au début des années 80, on a l'arrivée du Fairlight CMI et qui va faire un vrai bouleversement dans la musique et c'est là que le sample devient un vrai outil au cœur des productions musicales. Et vous savez pourquoi j'adore la pop? Parce que la pop c'est aussi un tissu d'inspiration et qu'on ne peut pas parler de la pop sans évoquer les autres genres qui voisinent autour d'elle. Et pour ce qui est du sampling, c'est par exemple d'abord le hip-hop, comme tu disais Guillaume juste avant, qui s'en est emparé en fait en premier et qui a par la suite inspiré les artistes de pop. Les premiers DJ des années 70 utilisaient des extraits de disques funk, soul et disco pour créer des boucles rythmiques sur lesquelles les MC, comme on les appelait, posaient leur voix. Et c'est ça la naissance du rap, on écoute un extrait. C'est l'un des premiers gros succès du hip-hop, Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang, qui utilise un sample du morceau Good Times de Chic. Chic qui est genre extrêmement samplé. Genre tout le temps. Bravo Nile Rodgers. Et c'est parce quelque chose, en fait, on comprend qu'un enregistrement de musique populaire peut être réutilisé dans un autre contexte, qu'on peut offrir un second souffle, de nouvelles couleurs, une nouvelle robe à certains rythmes et sonorités. Avant que l'on parle de l'explosion du sampling, petite question les copains. Est-ce que vous êtes friands de samples? Est-ce que vous en consommez beaucoup? Et est-ce que c'est un truc qui vous fait kiffer quand vous êtes en mode « Ah, c'est un sample, j'aime bien » ou est-ce que plutôt « Non, pas trop » et ça. Moi, il y a peut-être deux raisons pour lesquelles je kiffe le sample. La première, je dirais que j'adore en fait la manière dont les artistes vont les détourner, y apporter un twist et être vraiment créatif. Même le twister à outrance pour avoir vraiment quelque chose de différent, ça j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça très créatif et ambitieux. Et la deuxième chose aussi, c'est que je trouve le sampling est un facteur aussi de découverte. C'est-à-dire que moi, je vais
j'aime bien créer un mapping un peu musical de toutes les chansons que j'aime beaucoup et voir quelles sont les histoires. Et parfois, tu as plein de chansons qui créent une frise comme ça, chronologique musicale, qui est absolument dingue. Et ça permet aussi de plonger dans des décennies musicales qu'on ne connaissait pas forcément, et donc d'en apprendre davantage sur d'autres chansons. Donc moi, c'est pour ces deux raisons-là que j'aime beaucoup l'art du sampling. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est un peu pareil. C'est genre vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu comme un bon épisode de Glee, en gros. Donc, t'as une bonne nouvelle version, mais si tu cherches, tu découvres des choses des décennies que t'as pas, etc. Et donc, ça te donne plein de culture. Je trouve ça trop, trop cool. Et toi, t'as déjà sample quelque chose? Ça te donne envie? Oui, j'ai jamais encore samplé parce que moi je suis quelqu'un de très droit et dans l'aspect légal de la chose, je sais que c'est très compliqué. Et c'est surtout que les choses que j'ai trouvées et les idées que j'ai eues, parce que j'ai des chansons qui samplent des choses mais qui n'existent qu'en maquette. Je sais que ce serait il faut avoir un bras très très long pour y arriver. Donc pour l'instant pas encore. Mais j'ai très envie. Moi, j'aime bien. Et on le fait parfois. Et après, bon, on en parlera plus tard dans l'émission, mais j'ai déjà utilisé des samples du coup, de Splice pour de la production. On parlera de ce site un peu plus tard. Et dans ce moment-là, oui, on bidouillait sur des samples parce que j'aime pas du tout utiliser une boucle Splice. Je trouve ça ennuyant. Donc, à chaque fois, on coupe dedans. Et donc, oui, on fait un peu de sampling parfois au studio. Mais voilà, pas encore d'une grosse chanson que tout le monde connaît ou un truc comme ça, quoi. C'est ceux-là que j'aime trop. C'est les meilleurs. C'est vrai que c'est marrant. Alors, on parlait du sampling qui connaît ses heures de gloire dans les années 80. D'abord grâce au hip-hop, avant d'être assez rapidement exploré par la pop. Le sample se démocratise dans la pop avec souvent les mêmes objectifs. L'idée, c'est d'enrichir ses propres productions en puisant avec des sonorités qui résonnent avec leur influence. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle de ce geste de sampler, parce qu'il porte à lui tellement de variations sur la manière de s'y prendre et sur les ambitions de l'artiste. Je vais vous donner plusieurs exemples. Chez certains artistes, le sample est par exemple assez subtil. On ne le perçoit pas immédiatement. Il n'a pas vocation à être reconnu immédiatement. Dans son morceau, du coup, Freedom 90, on a George Michael qui sample un break de batterie qui est très 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 connu et qui est l'un des breaks de batterie les plus samplés de l'histoire. Funky Drummer de James Brown, mais c'est disons assez discret. Et l'idée de George, c'est d'utiliser le rythme de la batterie pour ajouter une texture funky à son hit pop. Et c'est aussi un moyen pour lui de montrer que le sample n'est pas une copie parfaite, qu'il peut enrichir une production sans la dominer. On écoute. On fait des gros bisous à toutes les fashionistas. Yes. Cette chanson vraiment. Et ce clip légendaire avec les supermodèles. Et je vous invite à tous d'écouter Listen Without Prejudice, qui est pour moi le meilleur album de George Michael. Alors on prend un autre exemple. Si on prend Hang Up de Madonna, bah là le sample il est beaucoup plus perceptible. Madonna elle sample Gimme 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 de ABBA et ça donne ça. Alors là, on adore, hein. Mais je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on l'entend bien le sample, il est très présent. L'idée de Madonna ici, je crois, c'est aussi de montrer vraiment son amour pour ABBA et d'intégrer la musique dans un environnement électro-dance contemporain. D'ailleurs, le petit fun fact, on connaît l'histoire de comment elle a réussi à clear ce sample, Madonna. Est-ce que vous savez ou pas? Non. Effectivement, je crois que ABBA n'avait jamais donné l'autorisation. Jamais, à personne avant ça. Et donc, elle les a appelés d'abord. Et ils ont dit, avec plaisir, on veut entendre la chanson. Et elle a pris l'avion, elle est allée à Stockholm. Et elle est allée les voir. Et elle était en mode, bonjour. Clic, elle joue la chanson. Et elle est allée juste pour ça. Et ils ont écouté Hang Up, ils étaient en mode, ok, c'est chaud, vas-y, c'est bon, fais-le. C'est du génie. C'est trop stylé. On parle de Madonna quand même, qui au moment où elle sort Hang Up, c'est Madonna. Hein. On est bien sur la reine de la pop depuis un petit moment. Et elle a pris son avion, elle est là-bas, elle a fait, vous voulez bien? Non mais c'est trop bien, c'est hyper important. C'est hyper respectueux, c'est très très respectueux. Alors maintenant que tout le monde y voit bien plus clair sur le sampling, son avènement et ses premières traces dans la pop, je vous propose qu'on zoome sur celle qu'on pourrait surnommer la reine du sampling, tant elle aime ce procédé. De qui est-ce que je parle? Moi j'ai ma petite idée. T'avais quelqu'un d'autre? Je me suis dit, on est avec Bilal Hassani, donc forcément on va avoir affaire à Maria. Exactement. Ou Ava Max. Mais ça aurait été hilarant qu'on passe sur Ava Max. Ça aurait été parfait qu'on fasse une full fenêtre sur Ava Max tout de suite. Mais on va parler d'Ava Max, un peu plus tard. Mais pour l'instant, on est sur Mariah Carey. Je vous propose une petite séquence d'interview d'abord avec Pop Slay. Pop Slay,
Tu es avec nous aujourd'hui et on a des questions à te poser. Je suis évidemment accompagné de Théo Saussard, qui est aussi journaliste et qui va te poser ces belles questions. J'ai trop hâte. Alors du coup, on va parler un peu d'actu. Tu as toujours été plus dans l'analyse de décryptage que dans l'interview sur ta chaîne YouTube. Mais là, tu viens de lancer ton podcast. Déjà, félicitations. Bravo. Merci. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais. Alors c'est vrai que j'étais souvent sur la partie décryptage, analyse. Mon but premier avec ma chaîne et mes réseaux, c'est de montrer que la musique pop a plus de relief qu'on ne le pense, qu'elle raconte des choses et que ça peut être cathartique pour certains artistes, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de les recevoir. Dans le podcast, j'avais aussi envie d'avoir cet espace de liberté, parce que sur YouTube et Instagram, on est très conditionné sur des montages qui sont très rythmés. On n'a pas la liberté de vraiment laisser une conversation s'installer durablement. Et le podcast, je le conçois comme ça, et donc mon envie, c'était de partager cette passion qui nous anime tous, je crois, mais avec les artistes, ceux qui la vivent, ceux qui la créent, pour qu'ils nous racontent des anecdotes, des expériences et des choses comme ça. C'est trop bien que ce soit toi qui le fasses en plus, parce que genre t'as vraiment une expérience de fou déjà en label à l'époque, et donc on va revenir un peu sur ça aussi. T'as une énorme culture musicale. Comment ce passage dans l'industrie t'a permis ou t'a inspiré à décrypter la pop musique comme tu le fais aujourd'hui ? Alors c'est vrai que ça a toujours été mon rêve de travailler en label. Je pense que j'avais aussi peut-être idéalisé la manière dont ça allait se dérouler. Et je pense que ça m'a beaucoup inspiré, parce que je voyais, dans ma manière de travailler avec les prestataires externes, avec les gens que je pouvais rencontrer, je dis toujours que j'avais toujours cette impression d'être dans un train ou dans une voiture et de voir ma vie défiler par la fenêtre, tu vois. C'est-à-dire, t'es dans le milieu qui t'anime, qui te passionne, mais pas du bon côté. Ouais, t'es dans ton monde, mais t'es pas à ta place, quoi. Et je pense qu'avec le Covid, je pense qu'on l'a tous vécu différemment, mais moi, ça m'a poussé à prendre des risques et à vraiment faire ce qui me faisait rêver et ce que j'avais en tête, quoi. C'est trop bien, bravo. C'est parfait. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de sample. Oui. C'est un format vidéo qui a vraiment marqué ton parcours sur YouTube. C'est vrai. Comment t'es venue l'idée de t'intéresser autant à ce sujet ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fascine en particulier dans la création musicale, ou c'est un format qui est venu comme ça ? Alors, je pense que c'est un format qui est fun, en vrai, pour tous les passionnés de pop, tu vois. Tu as envie de connaître les petites histoires, les petites croustilles. Et c'est aussi un format qui, comme je le disais tout à l'heure, me passionne, parce qu'on apprend tellement de choses, tu découvres plein de choses. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y avait eu j'y pense, mais un TED Talk de Mark Ronson qui justement parle du sampling. Jamais vu son TED Talk. Il est génial. Et en fait, il part d'une chanson qui s'appelle La Di Da Di de Slick Rick et Dougie Fresh, qui est l'une des chansons qui a été les plus samplées au monde, tu vois. Et il explique comment elle a traversé les époques et à quel point cette chanson est devenue intemporelle au fil des décennies, parce qu'elle a été samplée. Et il fait par exemple le parallèle avec Miley Cyrus dans We Can't Stop, qui n'était même pas née, tu vois. C'est fou. Et moi, je trouve ça dingue. Donc c'est pour ça, et aussi parce que je pense qu'il y a un côté interactif et un peu fun et engageant pour ceux qui regardent. Et puis tu les fais aussi bien. Il y a quelque chose dans ta manière de le faire qui est un peu plus en profondeur quand même, malgré le fait que c'est dynamique, etc. Il y a le truc où tu sais pas, ce monsieur là qui est sur TikTok avec un qui te montre la chanson et le sample et le truc. Oui, d'accord. Ça, c'est une reprise. Cette voix ressemble à ce machin. Non, parce que chaque fois tu nous racontes des choses, même parfois moi qui suis genre complètement calé sur un titre que tu es en train de nous présenter, j'apprends parfois quelque chose en plus. Il y a vraiment une vraie recherche. Donc ça fait trop plaisir. Merci, ça me touche. Malgré tout, les samples, c'est un sujet qui divise pas mal. C'est vrai. Selon toi, est-ce que cette tendance va s'essouffler, ou est-ce qu'au contraire, elle a encore un plus grand avenir ? Je pense qu'elle a ses limites, c'est vrai, mais après tout dépend de la manière dont on l'utilise. C'est plus ça en fait, parce que je pense au contraire, je reviens sur ce que je viens de dire, mais je pense que ça n'a pas de limite, parce qu'on a des décennies et des décennies de musique, que ce soit de la musique classique, ça peut être des films, des bruits d'animaux, enfin tout peut être samplé, ce n'est pas seulement des mélodies ou des riffs ou des choses comme ça. Le tout, je pense, c'est que la manière dont tu utilises, la créativité que tu infuses dedans peut faire la différence et peut rendre un track plus singulier, quoi. Donc effectivement, il y a de plus en plus de sons qui sont interpellés, je trouve, et qui perdent un peu en originalité. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure dans le. On va en parler tout à l'heure. On va même en débattre encore plus tout à l'heure, mais oui. Mais ça peut amener une certaine forme d'uniformité. Mais parfois. C'est ça, voilà. On verra tout ça. We will see. T'as aussi fait de nombreux formats sur ta chaîne, différents.
maintenant avec le podcast. Mais est-ce qu'il y a un sujet que tu n'as pas encore abordé et qui te titille, genre dans un projet futur? C'est une très bonne question. Un sujet qui me titille et que je n'ai pas encore... peut-être le sujet des enfants stars. Peut-être. Mais là, il y a eu une docu-série de Demi Lovato, réalisée par Demi Lovato, qui était... On l'a pas regardé encore, mais on a vu des extraits, c'était hyper intéressant. Tout est sorti. Sur Hulu. Du coup, faut retrouver le truc, quoi. Donc peut-être ça, en vérité, ou peut-être sur l'industrie musicale de manière générale, mais j'ai pas envie de me faire des ennemis non plus. Mais je pense que il faut toujours cette personne. Il faut des personnes qui parlent des choses de manière un peu plus subversive. C'est toujours intéressant. On en parle tout le temps dans d'autres milieux, dans d'autres mondes, que c'est ces gens-là qui finissent par aller encore plus loin parce que justement, que ce soit les labels ou moi, du coup, c'est par rapport aux maisons de mode, mais du coup, qui veulent justement prouver le contraire à la personne qui a voulu critiquer, du coup. Ouais, et dire oui, si, bien sûr, viens nous voir, on va faire des trucs et tout. Je sais pas. En tout cas, c'est hyper. C'est une très bonne idée. Ouais. Merci beaucoup pour tes réponses. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup, Popslay. On rappelle que ton podcast, Popslay, le podcast, est maintenant en diffusion. Exactement. C'est trop bien. Merci beaucoup encore d'être avec nous. On est toujours sur Sangadion. Et on est avec Théo et mon cher Popslay qui tient sa chaîne YouTube intitulée Popslay. Allez voir. Je voulais désormais parler de la reine du sampling. Pas de suspense, je parle évidemment de Mariah Carey. La force de Mariah Carey, c'est notamment d'avoir su allier le R&B, la soul et le hip-hop en utilisant des samples de manière créative, ce qui a joué un rôle clé dans son succès et dans l'évolution de la pop dans les années 90 et les années 2000. Alors en fait, dans les années 90, Mariah Carey a été l'une des premières artistes pop à intégrer des éléments de hip-hop dans ses morceaux grand public, à une époque où le genre était encore principalement associé à la culture urbaine. Il en ressort une combinaison de sonorités pop et de beats ou de rythmes très proches du hip-hop. En fait, dans ce côté hybride, il y a du génie qui naît. En gros, c'est comme si tu prenais deux aliments qui n'avaient a priori rien à voir ensemble, que tu les goûtes ensemble et que là, tu te dis genre, oh my god, c'est trop bon. Qu'est-ce qui se passe? On en revient à cette idée de la recette, de l'artiste comme cuisinier qui essaye de nouvelles saveurs et qui expérimente. Et un des exemples les plus marquants, c'est son titre Fantasy, qui sort en 95, qui sample Genius of Love de Tom Tom Club. C'est un morceau qui a marqué un vrai tournant dans la musique pop, car Mariah a réussi à créer un hit à la fois très accessible au grand public, tout en intégrant des sonorités et des rythmes plus urbains. D'ailleurs, anecdote sur ce morceau, elle a également collaboré avec le rappeur Old Dirty Bastard pour une version remixée du morceau New York in the house. J'adore cette version. Tu l'as refait? It's Brooklyn in the house. Ce qui était assez novateur à l'époque, surtout pour une artiste pop de son envergure. Et c'est aussi ça l'esprit du sample, en fait, c'est l'idée de l'hommage, de la collaboration, le fruit du travail de plusieurs personnes. Et lorsque ça fonctionne, c'est du miel pour les oreilles. On écoute. Mariah Carey. Elle a su choisir des samples qui non seulement apportaient un groove reconnaissable à ses chansons, mais qui complétaient également les émotions qu'elle cherchait à transmettre. Elle n'utilise pas de samples de manière ostentatoire, mais plutôt comme des éléments d'enrichissement qui s'intègrent parfaitement dans ses compositions. Et ça, c'est très intéressant. D'une certaine manière, le sample est aussi là pour rendre l'artiste plus complet, pour l'amener sur des territoires qu'il aurait du mal à conquérir pleinement, comme le hip-hop pour Mariah Carey, mais qu'en fait, qu'il peut complètement explorer. Pour gouverner, il faut s'entourer des meilleurs. Mariah Carey a souvent travaillé avec des producteurs et remixeurs qui étaient eux-mêmes des pionniers dans l'art du sampling, tels que Jermaine Dupri et DJ Clue. Ces collaborations ont permis à Mariah d'explorer et d'étendre en fait son usage du sample dans des contextes variés, allant du R&B sensuel au hip-hop accrocheur. Exemple, dans Heartbreaker, issu de Rainbow, en 1999, l'année de ma naissance, Mariah Carey utilise un sample du morceau Attack of the Name Game de Stacy Latissa, tout en collaboration, tout en faisant une collaboration. En fait, j'étais trop excité par le fait qu'on était en train de parler de Heartbreaker et j'ai tellement hâte de l'écouter. J'étais en mode, en gros, ce qui se passe, c'est que Heartbreaker là. Donc, il se passe aussi quelque chose de très très cool dans cette chanson, c'est qu'il y a une collab avec Jay-Z. Donc, Jay-Z est là dans ce morceau pour créer la fusion parfaite entre la pop, le R&B et le hip-hop. Et ces collaborations et ce style hybride ont défini une grande partie de sa musique dans les années 90. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, avec Heartbreaker, c'est que c'est la première fois qu'il va y avoir un tube radio pop qui va être aussi un tube radio hip-hop. Donc, elle va créer un crossover où en gros, elle va avoir un pied là et un pied là.
et ça va exister en simultané et rassembler en fait deux cultures qui ne se rencontrent juste jamais. Et c'est ça aussi vraiment la beauté du sampling, la beauté de la collaboration et la beauté de Heartbreaker qu'on écoute en entier tout de suite. Allez. Oui. Les gens. All right, let's go. Quel morceau incroyable. Merci Mariah pour tous les travaux. Toujours. Est-ce que vous l'aimez bien, vous, Mariah Carey? Bah oui. C'est obligatoire, je pense. C'est un peu obligatoire. Ouais. C'est toujours obligatoire d'aimer Mariah Carey. En tout cas, pour traîner avec moi, faut bien aimer Mariah Carey. Et je suis très content qu'on l'écoute aujourd'hui. Je rappelle à chaque fois que je parle d'elle, où que ce soit, dans n'importe quel espace, que c'est quand même une autrice-compositrice incroyable et réalisatrice. Quand même, elle fait de la musique folle. Et donc, voilà, on fait un big up à Mariah, même si elle n'en a pas du tout besoin. Non, mais pour sa reconnaissance en tant qu'auteur-compositeur, il faut... Ouais. Bon, maintenant, c'est bon, elle est dans le Songwriters Hall of Fame. Ouais. Enfin, depuis seulement genre 1 ou 2 ans, mais les gens ne le savent pas souvent. Voilà, qu'elle écrit vraiment ses chansons, que All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, c'est Mariah Carey qui l'a pondu, donc oui, elle gagne plein d'argent, mais en attendant, elle a fait un tube. Elle-même, et ça c'est vraiment légendaire. Oh là là, merci, j'aime trop Mariah. Alors, on va quand même avancer maintenant dans l'émission parce que je peux pas parler que d'elle. Mais on a parlé de Mariah Carey, on connaît toutes et tous des chansons, ses chansons par cœur. Enfin, moi je les connais toutes par cœur. Mais je voulais corser un petit peu les choses et vous proposer un petit jeu autour du sample. Mais ce jeu, c'est pas du tout moi qui vais l'animer, ça va être Guillaume. Hey. J'ai trop peur. Petite surprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les règles, à quoi ça va consister, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, j'invite ceux qui nous écoutent, et donc vous deux, ça va être un blind test, pardon, je la refais. Ça va être un blind test un peu complexe, dans le sens où vous allez devoir deviner la musique qui va résonner, mais aussi le sample qui émane de cette chanson-là. Ok, voilà. Ça c'est chaud. Sachant qu'il y aura différents paliers de niveau pour corser un peu la chose. Ok, très bien. Mais techniquement, je pense que vous connaissez la majorité des chansons. Après, allez-vous connaître les samples? Ouais, c'est ça, question. Oh my god. Eh ben, ok. Let's go, on essaie. Allez, premier extrait. Pardon. Oui. J'ai la chanson, j'ai pas le sample. C'est Rihanna. C'est Live Your Life de Rihanna avec T.I. Tout à fait. Et ça semble Maya. Ah, je l'ai. C'est quoi le nom de cette chanson? Exactement. Dragostadintei. Ah, Dragostadintei. Yes. Qui veut dire l'amour dans les tiers. Et d'ailleurs, cette chanson, Dragostadintei, a été interpolée récemment par David Guetta et One Republic sur I Don't Wanna Wait. Mais pour le coup, je trouve ça un peu facile, quoi. Ouais, du coup, bah oui. Attends, ils ont fait quoi? Elle fait comment la chanson? I don't wanna wait. Oh I don't wanna wait. I don't wanna wait. J'aurais fait ça? Oh non. C'est pas grave, mais on t'aime quand même, David. On l'aime quand même beaucoup. Oui. Bah bravo, vous avez trouvé donc le premier. C'était le niveau très facile. Passons au facile. Christina Aguilera. Ouais, ça c'est Christina Aguilera. J'ai pas la chanson. Alors, il y a deux choses. C'est que c'est pas facile, là, ce qui se passe. Et que... Pourquoi je connais pas cette chanson de Christina Aguilera? Ça se passe dans Stripped? Non, on est sur Back to Basics, donc 2006-2007, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'étais très concentré sur Blackout, je crois, à ce moment-là. Je comprends. Mais raconte. Donc c'est la chanson qui s'appelle Oh Mother. Elle parle de la relation avec sa mère qui a vécu des choses compliquées lorsqu'elle était plus jeune. Et c'est une chanson qui interpelle ou qui rejoue le sample des choristes Voix sur ton chemin. Oh! Et d'ailleurs... Ah oui, je l'entends derrière maintenant. Oui, on peut remonter le son un peu. Oh my god! D'ailleurs, petit fun fact, quand je suis arrivé, pour arriver ici, j'ai vu que les choristes refaisaient une tournée pour fêter les 20 ans. Sérieux? Je me suis dit, oh waouh. Genre avec Jean-Baptiste Monnier et tout? Alors je sais pas si c'est avec le protagoniste initial. Ah là là, mais il faut qu'il revienne. J'ai fait Danse avec les stars avec lui, fun fact. Et c'était trop stylé. Genre j'ai eu le premier jour de Danse avec les stars où je me pose avec Jean-Baptiste Monnier des choristes et que je suis en mode, du coup...
Beyoncé, elle a repris ta chanson, tu te sens comment? Et il l'a rencontré, du coup, il était aux Oscars, mais c'était le film qui représentait la France aux Oscars, donc il y est allé en une nuit, parce que le lendemain, ils avaient genre l'Olympia des choristes à faire, et donc il est allé genre une nuit à LA. Incroyable. Et il était en mode genre, ils avaient une foule tournée pour regarder le roll-out des choristes, c'était un truc. Et il a dîné avec Beyoncé, il était en mode genre coucou, j'espère que j'ai pas mal chanté le morceau, il était pas là pour le moment où elle l'a chanté. Parce qu'ils voulaient que les vrais choristes soient avec elle sur scène, mais ils n'ont pas pu avec le... J'étais en mode, quoi, t'avais des problèmes de timing et de planning pour Beyoncé. Bon, stressé. Mais performance incroyable. Moi, je trouve que son français était plutôt correct. J'ai adoré cette performance. Ouais, je vous aimerais bien y voir. J'aimerais bien vous y voir, moi. Exactement. Voilà. Une langue que vous connaissez pas. J'ai What You Say, Jason Derulo qui semble hide and seek de Imogen Heap. Bravo Bilal. Big up à Yahya. Oh my god. J'ai dit big up à Yahya qui est un ami du Maroc qui a, comme dans ses albums préférés, cet album de Imogen Heap. Ah, c'est vrai. Et qui c'est un super album d'ailleurs. Qui a d'autres chansons qui ont été pas mal samplées dedans, dont Good Night and Go du coup. Trop bien ce sample. Artiste beaucoup trop sous-côté également. Hyper sous-côté, qui a énormément inspiré la création de Quelle heure est-il sur Théorème pour moi d'ailleurs. Voilà, c'est vrai, dans le traitement de la voix, il y a quelque chose. C'est une idée de Soutous qui voilà, a un petit peu été inspiré par ce morceau. Elle a été très inspirée par ce morceau. On adore Imogen Heap. On parle pas assez d'elle. Et de ses gants trop stylés là. Et j'adore aussi, même dans le sample, tu vois, quand What You Say est sorti, on était un peu plus jeunes, mais c'est quand tu découvres des années plus tard, en fait, que c'est lié à une autre chanson et tu plonges dans le répertoire de Imogen Heap et là tu découvres une artiste formidable. Quoi. Ça, c'est vraiment le genre de pépite. Parce que oui, tu penses pas en partant de Jason Derulo que tu vas découvrir Imogen Heap. Clairement pas. Mais vraiment. Mais bien, ouais, genre. Trop stylé, merci. Ah, Gaga, Alejandro, pour le sample. C'est de la musique classique qui est samplée. Tout à fait. Et j'ai parlé de cette musique parce que j'ai été invité sur une émission de musique classique ici à la maison de la radio et qu'il fallait que je parle de musique classique et que j'avais pas grand chose. Et donc du coup j'avais utilisé ça pour faire le lien. Parce qu'Alejandro de Lady Gaga, j'ai oublié le nom. Jardas. Je le prononce peut-être mal, de Vittorio Monti. Ok. Mais là aussi ça montre qu'on peut aussi naviguer entre les genres pour... oui, c'est ça. Tu vois, pop, musique classique, c'est ça qui est génial. Et s'il y a quelqu'un qui va nous le prouver, c'est Gaga. Ouais. C'est la proposition vraiment hyper pointue. Tu sais, genre, elle est trop chiante, ma reine. Non, mais c'est du génie. J'adore. Merci du coup. Premier Lady Gaga de l'épisode. Parce que nous, chez Sangaiji, il y a beaucoup de Lady Gaga qui passent. Je m'en doutais. C'est un peu voulu, je l'avoue. Alors le dernier, je sais pas si vous allez le trouver, si vous connaissez l'anecdote. Let's go. Je l'ai. Ah, tu l'as. Oh my god. Big up à will.i.am, qui est quand même un génie. Ouais. On parle pas assez du génie de will.i.am. Et donc ça, c'est Oh My God de will.i.am et Usher, tout à fait. qui sample la trucs de foule foot. de Bercy. De Taratata. De Taratata. Il est à Taratata en France et il entend tout le monde faire oh, il est en mode c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Et il les a enregistrés. Oh my god. Et il a utilisé cet enregistrement. Enfin non, c'était l'enregistrement de l'émission qui... il a demandé au producteur de lui envoyer la piste, quoi. Exactement. Purée. C'est ouf, hein? Ouais, frisson un peu. C'est trop stylé. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup ça en France. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on peut aussi sampler pas forcément que des musiques, mais aussi du live, des choses comme ça. Ah là, merci. C'est trop bien. Bravo. Ouais, ça bravo, fait trop vous avez été très fort. Wow. Non, mais je suis assez content parce que c'est des super exemples et tu nous as montré plein de manières différentes d'utiliser le sample ou même des interpolations, enfin une interpolation. Et ça, c'est très très chouette. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous avez deviné aussi, du coup, un peu chez vous. Là, ouais, parce qu'en plus, ce qui était trop cool, c'est que c'est des chansons qu'on connaît, mais dont on n'a pas forcément l'histoire. Genre, je savais qu'il y avait ce sample dans cette chanson, mais je savais même pas que c'était Taratata, etc. Genre, ça m'a et Taratata, quand même. Hein.
Ouais, non mais Genre juste cette émission, elle est quand même genre trop c'est de stylée. la folie, c'est trop stylé. Et des vrais grands moments live. Et nous, le public français, on est quand même un public mémorable. Je te disais, on fait souvent des et des c'est quoi Ah oui. Ouais. Voilà, Et quand on tape des pieds au qu'on concert. tape des pieds. On avait fait peur à Hive. Ouais. On est allé voir un concert de K-pop avec, Elles ont eu avec peur, Théo. quoi. Elles ont un peu flippé. On a commencé à faire elles ont sorti le sable, tremblé. Elles ont fait genre qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y en a une qui allait partir presque. Oh wow. Et en fait, il se passe des trucs quand même dans le public français. On est un très très bon public. Alors aujourd'hui, le sample continue d'occuper une place centrale dans la pop. Évidemment, les techniques continuent d'évoluer et les producteurs parviennent à insérer des samples de manière toujours plus intelligente et subtile. Et cela chez des artistes que vous connaissez bien. Huss l'Enfoiré, vous connaissez tous ici. Bien. Et si je vous disais, ne reviens pas. Et ben voilà, par exemple, ce titre ultra plébiscité par le public s'inspire d'un autre hit, évidemment, ne revient pas, sample, un tube de quelques années bien avant ça, Blue, Dawoodi, des Eiffel 65. Je trouve ça assez révélateur du sampling d'aujourd'hui, de voir deux artistes du rap français sampler ce morceau. C'est aussi la preuve que le sample en fait, continue de plaire, qu'il soit conscientisé ou pas. Et en fait, c'est assez rigolo. Alors, parfois, c'est un petit peu difficile de pas l'entendre, notamment dans cet exemple-là. Baby, ma vie. David Guetta et Bébé Rexha. Bébé Rexha qu'on aime énormément chez Sangaïdi. Bléta, je t'adore. On l'a rencontré la première fois en 2017. Avec Johan, pour son EP All Your Fault, je crois qu'il s'appelait l'EP. Ah oui, je me rappelle. Et je traduisais l'interview pour Johan, qui posait les questions en français. Ah, c'est pas une interview dans un ciné Si, dans le ciné du Yo-Yo, où elle chantait juste après, elle faisait son concert, exactement. Au Yo-Yo. Au Yo-Yo, c'était Bébé Rexha live à Yo-Yo, et c'était genre, c'était une legit, c'était une salle de concert. Dua Lipa a fait le DL1 au Yo-Yo. Si. Et voilà, et Bébé Rexha était très sympa ce jour-là, et Johan, il était très gentil. Il avait, donc Johan Sparkdays, à qui on fait un gros big up, qui avait préparé cette interview avec Bébé Rexha, qui m'avait demandé de traduire pour lui. Et je lui avais dit, oui, je veux bien, mais seulement si dans ton jeu où tu lui montres des clips français, tu montes un clip à moi. Et à ce moment-là, j'étais genre, c'était Wannabe du coup. J'avais pas de perruquerie, hein, tu vois. Et il y a mis Wannabe. Et elle avait été genre trop sympa. Elle avait genre archi partagé le truc après et tout. Trop mignon. Et je l'ai revu sur un Energy Music Tour genre 3 ans plus tard et elle s'en souvenait. C'est ouf. Et j'étais en mode quoi? Elle est trop mignonne. Voilà, donc on aime beaucoup Bébé Rexha. Mais donc là, le sample du coup qu'on vient d'écouter avec I'm Good, il est assez prégnant quand même. On le ressent vraiment très très fortement. Et un morceau, ce que je trouve assez rigolo aujourd'hui, peut être samplé par David Guetta et interpolé par Huss et Gradure. En fait, c'est ça qui est assez quand même rigolo. C'est un joli petit pont. Mais cela pose aussi des questions. Avant que l'on s'intéresse justement à ces questions, qui sont en réalité des critiques émises par une partie du public aujourd'hui, j'aimerais évoquer un dernier exemple. C'était un exemple un peu controversé chez les fans de pop musique. On écoute tout de suite un extrait. On écoute évidemment Beg For You de Charli XCX et Rina Sawayama. Et dans ce studio, nous vivons dans une timeline où Rina Sawayama et Charli XCX s'adorent et se parlent toujours. Ce sample-là, ce qui était assez marrant, donc du coup, il faut savoir que ça sample du coup Don't Cry de Milk Inc. Et ça interpole Cry For You de September. Donc il y a deux morceaux qui sont utilisés pour créer celui-ci. Et finalement, on a une réception un peu mitigée du public où les gens étaient un peu en mode... Et moi, le premier d'ailleurs, je vais me rappeler, j'étais en mode mais non, mais c'est vraiment nul là. Voilà, ça sert à rien de le faire si c'est pour faire comme ça. J'en veux pas. Et là, ça passe crème. Et depuis, après, quand j'ai réécouté le morceau, ça passait grave crème. Et j'aime bien cette chanson, en fait, au final. Est-ce qu'il y a aussi le take où tu l'as revu sans le clip, peut-être? J'ai jamais vu le clip. Ah, bon, ben voilà. Il y a un clip qui pose problème. Ouais. Ah ouais, qui est technique de ouf. Pas technique, mais c'est vrai qu'elle avait une idée sur cet album, Charli, elle a pas trop pu l'exécuter. C'était quoi l'histoire du clip? Effectivement, il y avait des soucis autour de. Non, c'était juste. Ouais, je sais pas. C'était juste un truc genre sataniste, un peu vibes, trying to be. Ah oui, parce que son concept, c'est que c'est le sell-out album où elle devient la pop star. Voilà. Et donc, du coup, tout le truc, c'est sur le satanisme Illuminati. Ouais, ce moment-là, il est un peu Illuminati. J'ai jamais vu le clip. Il est pas mémorable, un peu anecdotique, on va dire. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette chanson, Guillaume?
Pareil que toi, je trouve que pour le coup, l'interpolation de September est un peu facile. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec David Guetta, c'est que là, ils reprennent juste la mélodie. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand, au lieu de reprendre une loupe ou une mélodie, on va choper, je sais pas, des adlibs de telle chanson, des percussions d'une autre pour faire vraiment quelque chose, une production beaucoup plus dense. Bien sûr. Là, je trouvais ça un peu simple. Après, bon, la chanson, c'est efficace, en vrai. Elle est efficace, mais en fait, non, là, je viens de me rappeler, et donc je n'aime plus cette chanson depuis 10 secondes à nouveau. Je me suis souvenu de pourquoi ça m'avait vraiment posé problème. J'aime pas quand tu interpoles un titre, que tu gardes exactement la même mélodie et qu'en plus c'est moins bien que la chanson de base. Si tu me fais un truc un peu différent, donc ça peut être moins bien ou mieux, ou peu importe, c'est un peu différent, mais si c'est la même chose, tu me... Oui, tu l'emmènes sur un autre genre peut-être. Cette chanson Cry For You, quand même, elle est genre... elle est épique, elle est grande, et là tu me fais genre... Donc j'entends, et en fait ça me saoulait parce que j'entendais dans le studio les gens se regardaient un peu en mode ouais mais nous on va faire un truc un peu minimaliste, et donc ça m'a trop saoulé. Moi, la partie qui me saoule le plus, c'est surtout, putain, il y a Charli XCX et Rina Sawayama sur un même son, et c'est ça que vous me pondez. C'est ça que vous nous pondez. C'est une blague. C'est vrai qu'il y a souvent un truc de pression quand même de la collaboration où vaut mieux pas vous mettre ensemble si c'est pour nous faire une mi-tempo. Faites-nous un grand truc, un grand moment. Non, c'est vrai. Voilà. Les samples là sur ce morceau-là, elles sont fait plaisir. Ça a pas plu, ça a plu. On sait pas trop si c'était la meilleure idée de la Terre. Mais maintenant, je vais vous parler d'un autre endroit d'exploration et de production que les gens ne connaissent pas vraiment. Et c'est Splice. Et ça, c'est assez controversé, mais j'ai un avis très tranché sur Splice. On va en parler juste après. Mais Splice, en fait, c'est une plateforme en ligne. Vous la connaissez, vous ? Avec des presets et des samples, des bibliothèques de samples. Voilà, exactement. Elle s'est lancée en 2013 et elle permet d'accéder à une immense bibliothèque de samples et de boucles. Et en gros, la grosse différence, c'est qu'avant Splice, les producteurs, ils étaient obligés de fouiller dans des banques de sons ou dans des vinyles pour trouver des pépites. Et c'était souvent très fastidieux et certes onéreux. Donc avec Splice, on a une plateforme où tous les utilisateurs peuvent accéder à des millions de samples libres de droit, ce qui permet d'éviter les litiges juridiques. Ce n'est pas complètement gratuit, parce qu'il faut un abonnement, et ça fonctionne quand même bien pour tout le monde. Tu payes un petit peu pour ce dont tu as besoin, et ça fonctionne avec des crédits. En gros, c'est crédité. Alors ce modèle qui est bien plus accessible et démocratisé, il a permis, on va dire, le sample est devenu genre hyper accessible pour tout le monde. D'un seul coup, tout le monde peut se mettre à sampler un peu comme ça. Mais ça a eu quand même pas mal de critiques, parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas en train de favoriser l'uniformisation de la musique ? Et c'est pourquoi je voulais discuter avec vous de tout cela. Selon vous, le sampling pose-t-il la question de la fin de la créativité ? Vous êtes prêts ? C'est l'heure du débat. Alors, je voulais qu'on procède dans le dernier segment de cette émission à une forme de débat qui, justement, est suscité par les samples. Ces derniers ne sont pas unanimement salués et on les intègre souvent à un ensemble de critiques qui visent à dire que la musique actuelle reflète un certain manque de créativité. Alors, se dirige-t-on vers la fin de la créativité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous laisser répondre d'abord et en parler vous deux. Et moi, je vais m'inviter ou non à parler et à parler dans ce débat. Mais pour l'instant, je me vois un peu modérateur. Voilà. Allez. Je pense que ça n'existe pas depuis hier, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas aller chercher des extrêmes là tout de suite. C'est quelque chose qui existe vraiment depuis très longtemps. Donc ça se passe très très bien pour le sample, mais c'est juste, ça devient un peu redondant. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est un format qui est très intéressant et enrichissant, comme on l'a déjà dit, pour apprendre et découvrir de nouvelles chansons. Je pense que ce logiciel est beaucoup plus pratique, etc. Mais c'est vrai que ça apporte quelque chose de on parle de Splice, de Splice, pardon. Parce que Splice, du coup, voilà, le logiciel, en gros, il y a une banque de sons dedans qui peuvent être utilisés et tu te retrouves avec parfois par exemple la guitare de Espresso de Sabrina Carpenter, même d'ailleurs toute la boucle de Espresso de Sabrina Carpenter qui fait et elle est sur Splice. Donc moi je peux l'utiliser demain. Donc demain je peux avoir ça dans ma chanson. Je la touche pas, je touche à rien. Et pourtant elle est là, quoi. Voilà, Von Oliver récupère ses points de crédit parce que c'est lui qui l'a composé. Et il se passe pas grand chose. On se retrouve aussi avec genre Sophie. Toute la discogue de Sophie. Sophie, elle a laissé en héritage sur Splice genre toutes ces banques de tous ces presets de tout pour que tout le monde puisse avoir accès. Je trouve que c'est parfait, c'est excellent. Mais on se retrouve du coup avec une grosse uniformité sur ce qu'on appellerait l'hyperpop. On fera un épisode d'ailleurs dédié à l'hyperpop cette semaine. Et voilà, ça rend le truc un peu
arc, tu vois. Ouais, il y a vraiment parce qu'il y a des partie-là. producteurs. Nous, je sais que genre Soutous, avec qui je travaille tout le temps, il sait qu'il va pas utiliser la snare du pack de Sophie parce qu'elle est utilisée partout. Et donc, du coup, il va aller chercher. Mais il y en a plein d'autres qui, évidemment, parce que c'est plus facile. Plus ça rend plus facile la création de la musique, plus accessible, etc. C'est moins cher aussi que d'avoir les outils les plus... En fait, c'est trop bien pour les plus petits artistes et pour vraiment les personnes qui sont en train d'apprendre la musique et tout, c'est trop stylé. Juste, j'ai l'impression ça peut réduire un peu le métier avec le temps, en fait. Enfin, pas vraiment réduire le métier, ça paraît gros, mais je veux dire... vraiment diminuer la créativité. L'artisanat, tu veux dire, genre, ouais, peut-être aussi. Hein. Et ça permet aussi à de nombreux jeunes artistes, il y a plein de jeunes qui font de la musique dans leur chambre, on en voit passer plein sur TikTok, ça permet aussi de développer ça. Mais effectivement, ça peut rendre aussi quelque chose d'un peu uniforme, dans le sens où il y a des milliers de chansons qui sortent chaque semaine. Et donc pour se faire une place parmi toute cette masse musicale et se frayer un chemin dans tout ça pour sortir du lot, on est voué à utiliser des choses qui fonctionnent, qui marchent, notamment sur TikTok. Et c'est un peu dommage. Donc, par exemple, c'est tout ce qui prend le parti de justement ne pas utiliser ces samples. Je trouve ça bien. Et tout dépend encore une fois de comment on les utilise. Mais c'est vrai que la créativité est un peu challengée en 2024. On la trouve un peu challengée. Mais il y a toujours ce truc-là où j'ai espoir parce que je me rends compte qu'il y a eu plein de périodes de différentes époques pour la musique où on se regardait tous un peu en mode « On a tout fait, c'est bon, c'est fini, il n'y aura plus jamais rien ». Et en fait, finalement, on avance. Mais c'est vrai que ce truc un peu uniforme et ce regard en arrière, surtout que le sample offre, mais qui est beaucoup fait dans toutes nos sphères. Aujourd'hui, c'est la partie qui m'inquiète, moi, je crois, le plus. Parce que du coup, ça fait peut-être 6 ans qu'on est dans un vortex années 80. Nostalgie années 80 dans la musique, ou si c'est plus aussi littéral que genre en 2020 avec le truc disco, il y en a partout. Good Luck Babe, tout tu regardes le top 10 de Spotify, c'est que si c'est pas les drums, et ben c'est la guitare, si c'est pas la guitare, et ben c'est comment la voix est enregistrée. Et donc du coup je suis là en mode genre, mais choisissons peut-être juste au moins une autre décennie pendant un petit temps pour se concentrer dessus. Mais même j'ai l'impression qu'on est coincé là dans une ère du temps où on a toujours besoin de vraiment, donc je dis pas tout est toujours une boucle, mais là il y a vraiment beaucoup de références dans tout dans beaucoup de choses. Et est-ce que ça devient vraiment de la référence ou est-ce que c'est juste vraiment un manque de créa en fait, et un manque d'inspi? Ouais, c'est ça. Hein. Genre j'ai l'impression que tout doit être référencé, que ce soit littéral ou pas. Juste pour faire revivre tout. Et la nostalgie, j'ai l'impression que la nostalgie est beaucoup trop présente en 2024. On est nostalgique de 2014, guys. C'était il y a 10 ans. On est en ce moment nostalgique de 2014 quand même. Et d'ailleurs, je participe à cette nostalgie. Je participe à cette nostalgie, je suis obsesse. Addison Rae, t'es génial. Enfin, genre, tout ça, j'adore vraiment beaucoup. Mais genre, si on arrive à un moment donné où notre dernière référence c'est 2014, enfin, qu'est-ce qu'on fait demain? Say so? Ouais. Demain, on va être en mode 2020, ce moment. Après. Ouais, je me chauffe. Mais c'est assez rigolo. Et en même temps, donc à la fois il y a ce truc là où ça fait quand même un peu peur, tu peux te regarder un peu parfois comme ça en te disant il n'y a plus rien qui se fait. Et en même temps, dans les dernières années, il s'est passé des trucs en musique qui sont quand même assez impressionnants. Là, ce que on a vécu, moi je trouve, avec Brat, c'était hyper novateur. C'est très référencé quand même, encore une fois, d'une certaine scene, mais c'est quand même très bien fait. Ce qui s'annonce avec genre du Sexua pour FK et tout, c'est trop chouette. Et parfois, du coup, je trouve que le sampling et tout ce truc-là, il est super smart. Il est encore super smart et il est encore hyper riche. Moi, je pense évidemment à faire un big up à Beyoncé, qui est sur Renaissance, sur Cowboy Carter et avant ça sur Lemonade. Et ben, elle sample, mais elle sample bien, quoi. Pour le coup, elle apporte quelque chose de nouveau. Quand et je passe vraiment ma vie, les 2 semaines après avoir découvert un album de Beyoncé, je passe une petite vie à être en mode, alors, quelles sont les 50 nouvelles chansons que je vais découvrir, ou 50 œuvres, ou pièces, ou discours, parce que parfois c'est même des discours politiques, et tu te retrouves à du coup avoir cette source-là qui s'invite dans ta vie parce que tu l'as découvert dans un titre pop de Beyoncé. Ça existe encore aujourd'hui quand même, des trucs où il y a des propals, I guess. Mais c'est vraiment un nouvel ustensile qu'il faut savoir utiliser et qui peut genre vraiment rendre la chose facile, mais qui peut aussi rendre la chose beaucoup plus complexe et créative. Donc en soi, c'est un entre-deux. Est-ce que c'est pas finalement
Jamais l'outil le problème, mais celui celui qui l'utilise. Exactement. Yes. Ça, c'est à la fois genre un bon take et à la fois genre le pire take. Le plus plat et genre tiède ever. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat un peu sur la pop music et les samples avec nous. Alors avant de conclure l'émission, je voulais avoir quelques mots pour l'un des maîtres du sampling parti bien trop tôt. Je parle évidemment de DJ Mehdi. Je vous invite à regarder la série documentaire Arte sortie à la rentrée dernière et encore disponible en replay. Il était un symbole de liberté, d'audace et de talent et cette émission, elle est aussi pour lui.